Soyez les bienvenus dans le débat de France 24. Nous consacrons ce soir à la COP26. L'avenir de la planète se joue-t-il en ce moment même à Glasgow, en Écosse? Après l'ouverture formelle de la conférence climat hier, les 120 chefs d'État et de gouvernement entrent dans le vif du sujet ce lundi. Pas de nouveaux traités cette fois, mais des engagements à présenter, à réaffirmer, à relever même pour tenir les promesses faites en 2015. À Paris, on en parle avec nos invités ce soir. Bonsoir à vous, Armelle Lecomte. Bonsoir. Vous êtes chargée du plaidoyer climat et énergie à Oxfam. À vos côtés, Hervé Le Treut. Bonsoir à vous. Bonjour. Vous êtes climatologue, membre de l'Académie des sciences. Comme Guirchig à ma gauche. Bonsoir à vous également et bienvenue. Vous êtes membre des Jeunes Ambassadeurs pour le climat. Et puis Seni Nafo nous retrouvera un petit peu plus tard en direct depuis Glasgow. Il est le porte-parole du groupe des négociateurs africains sur le climat. On va d'abord aller voir ce qui se passe justement du côté de Glasgow. Marina Berti, l'envoyée spéciale de France 24 en Écosse. Bonsoir à vous, Marina. Vous suivez depuis hier cette COP26, cette conférence de la dernière chance, comme certains l'ont présenté. On va retenir l'un des temps forts de cet après-midi, Marina. Ce sont les annonces faites par le Premier ministre indien, Narendra Modi. Oui, tout à fait. On l'attendait. L'Inde était un des pays à ne pas avoir mis quoi que ce soit sur la table ces derniers mois en amont de cette conférence. Eh bien, c'est chose faite. Le Premier ministre Narendra Modi a fait plusieurs annonces à échéance 2030, donc à court terme. 50% d'énergie renouvelable dans le pays. Pour 2030 aussi, la baisse de 45% de son intensité carbone. Comprenez les émissions de CO2 ramenées au point de PIB. Et puis, une annonce phare, celle de la neutralité carbone. Écoutez bien cette date pour 2070. Alors, autant pour les énergies renouvelables et la baisse de l'intensité carbone, c'est plutôt des très bonnes nouvelles. En revanche, pour 2070, la neutralité carbone, je peux vous dire que ici, les militants climat ont ri jaune à l'annonce de cette date. La neutralité carbone, vous savez qu'on en parle beaucoup ici à Glasgow. 2050 pour les États-Unis ou le Brésil qui l'a annoncé tout à l'heure, 2060 pour la Chine, mais à vrai dire 2070 c'était une date qu'on n'avait jamais entendue, mais contrairement à d'autres grandes économies, eh bien c'est la première fois que l'Inde prend un tel engagement. Gardez tout de même en tête, Nabia, que le but de cette conférence est de rassembler au maximum d'engagements de neutralité carbone, mais plutôt pour 2050. Oui, des horizons qui nous paraissent tout de même loin alors qu'on parle d'urgence climatique. On retiendra aussi, Marina, les discours d'Emmanuel Macron, de Joe Biden, puisque les États-Unis ont regagné l'accord de Paris. Mais en revanche, de ce côté-là, pas d'annonce inédite, rien de nouveau finalement. Non, on peut même dire que Joe Biden comme Emmanuel Macron sont venus les mains vides à Glasgow. Le président américain qui a fait une annonce, certes 3 milliards de dollars par an qu'il veut consacrer aux États-Unis pour l'adaptation au réchauffement climatique pour les pays en développement. Il a réaffirmé son nouveau leadership après des années d'administration Trump climato-sceptique, mais pas grande annonce. Il a reformulé les engagements américains qu'on connaissait déjà. Idem côté français avec cette nuance, Emmanuel Macron qui s'est très clairement adressé aux pays en développement et qui a parlé de la solidarité qu'il fallait déployer pour résoudre cette crise climatique. Merci beaucoup Marina. Marina Berti en direct depuis Glasgow. Une nouvelle COP qui doit absolument être couronnée de succès. C'était l'appel du Britannique Alok Sharma, le président de cette conférence. On va l'écouter, je vous fais réagir juste après. Et nous savons que cette COP, la COP 26, est notre dernier espoir de maintenir à 1,5 à portée de main. Si nous agissons maintenant, et si nous agissons ensemble, nous pouvons protéger notre précieuse planète. Alors unissons-nous au cours de ces 2 semaines et faisons en sorte que la promesse de Paris soit tenue et que Glasgow tienne ses promesses. Voilà. Hervé Le Treut, Marina nous a donc exposé les tout derniers développements depuis Glasgow, ces annonces faites. Alors l'horizon pour la neutralité carbone pour la Chine 2060, pour la France et les États-Unis 2050, pour l'Inde c'est encore plus loin 2070. Au-delà de remettre le climat à l'agenda, est-ce qu'on la surestime cette nouvelle conférence ?
Je pense qu'on ne peut jamais surestimer ces conférences parce qu'en fait, on est face à des situations qui sont effectivement des situations très, très difficiles. On émet des gaz à effet de serre, ils se stockent dans l'atmosphère, ils continuent de se stocker. Et on est dans une situation où, je ne sais pas si c'est la dernière chance, il y a déjà eu des dernières chances, il y en aura d'autres, mais c'est jamais la même dernière chance. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les choses évoluent, on se retrouve dans des situations qui sont de plus en plus difficiles à gérer. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans les mêmes conditions qu'il y a 5 ou 6 ans, au moment de l'accord de Paris. On a émis beaucoup de gaz à effet de serre en plus. Donc c'est pire, c'est encore Donc pire, on est dans une finalement. situation qui est effectivement, objectivement, pire par rapport à celle de l'accord de Paris. Donc je crois qu'il faut être très, très attentif. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est effectivement le fait qu'on ne mette pas suffisamment en avant aujourd'hui, c'est je pense pour tous les citoyens, les gens qui écoutent, quand on essaie de parler uniquement avec des chiffres. Ces chiffres sont importants, ils sont nécessaires. On a besoin effectivement que les différents pays se manifestent les uns après les autres et puis donnent ce qu'ils ont à donner. Par contre, je crois qu'on doit aussi essayer maintenant de pas seulement parler de quoi, mais aussi comment. Je crois que le comment, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour vraiment tenir ces engagements, par où ça va passer, quelles sont les méthodes, les enjeux qu'on va mettre en œuvre. Je crois que c'est vraiment très important aujourd'hui d'aller au-delà vraiment des discours qui ont été tenus jusqu'à présent. Sur la manière, Armelle Lecomte, je vous vois acquiescer à ce que disait Hervé Le Treut. Effectivement, il y a les chiffres parce qu'ils sont tangibles et qu'ils nous permettent finalement de poser l'état des lieux. Il y a aussi la manière finalement d'y arriver, mais on a aussi l'impression qu'aucune COP n'a le pouvoir de l'arrêter, ce dérèglement climatique. D'ailleurs, le climatologue que vous êtes, vous parlez de réchauffement climatique ou de dérèglement. On a un peu vu les deux questions Moi, je posées. parle de réchauffement quand on a des conséquences qui sont des conséquences directes par rapport et puis je pense de règlement quand on a des conséquences indirectes. Armelle Lecomte, je vous en prie. Oui, le problème, c'est qu'on attend toujours beaucoup, finalement, des discours des chefs d'État et de gouvernement au début. Et effectivement, aujourd'hui, on peut que déplorer le fait qu'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement soient venus les mains vides, sans nouvelles annonces. C'est particulièrement le cas, effectivement, d'Emmanuel Macron, qui semble évoluer un peu dans une réalité parallèle, comme si la France était absolument un modèle vertueux sur ce sujet. Mais au-delà, c'est-à-dire qu'il y a les discours, il y a les engagements pris, les objectifs de réduction d'émissions que la plupart des pays ont mis sur la table. Mais après, c'est la question de la mise en œuvre, exactement ce que disait Hervé Le Treut sur comment on le fait. Et c'est là, aujourd'hui, ce qui pose problème. C'est que si on regarde les engagements qui ont été pris à la COP21 il y a 6 ans, beaucoup de pays ne les ont pas mis en œuvre véritablement. Et par exemple, la France a été condamnée par la justice française doublement, à la fois devant le Conseil d'État et devant le tribunal administratif de Paris, pour son inaction climatique, notamment parce qu'elle n'a pas respecté ses budgets carbone. C'est-à-dire qu'il y a une limite. La France se fixe une limite de ce qu'elle peut émettre en gaz à effet de serre sur un certain nombre d'années. Et sur la période 2015-2018, elle a dépassé 62 millions de tonnes de CO2 au moins, et justement émis dans l'atmosphère. Comme Girchik, ça veut dire quoi? Puisqu'en l'absence de mécanismes contraignants, dans la mesure où ces États prennent des engagements, comme ça a été le cas à Paris en 2015, il faudrait un mécanisme contraignant. Sinon, finalement, c'est l'initiative de citoyens de traîner un État devant la justice qui fait que finalement, on arrive à obtenir quelque chose, ou en tout cas qu'un préjudice soit imposé. Le problème, c'est que l'accord de Kyoto, qui était un peu le père de l'accord de Paris, quelque part, qui a été un premier test d'accord international sur le climat, a échoué précisément à cause du mécanisme de contrainte. Parce qu'un État, c'est un État souverain. Donc, s'il a envie de sortir d'un accord, il le fait, comme l'ont fait les États-Unis. Les États-Unis, notamment. Donc, parler d'accord contraignant, ça n'a pas grand sens en soi d'un point de vue juridique. Et par contre, on peut le rendre contraignant d'un point de vue politique ou au niveau juridique, mais au niveau national, du coup. Et c'est exactement ce qu'a fait l'affaire du siècle. Voilà. Mais là, il faut des juges nationaux qui soient ambitieux, qui arrivent à lire un peu entre les lignes, qui arrive à sentir l'esprit du législateur international, ce qui est très compliqué. Tous les pays ne pourront pas en faire autant. Les Pays-Bas l'ont fait. Pardon, oui, certains autres pays l'ont fait, mais pour l'instant, c'est une minorité de pays. Mais ça veut dire qu'on peut créer un précédent. On peut espérer que la jurisprudence se répande, mais c'est pas du tout certain. Et moi, je pense qu'un des gros écueils de cet accord-là, c'est qu'il manque des échelons intermédiaires. Et tout à l'heure, dans l'intervention d'Emmanuel Macron, il a parlé de ça. Il a dit on manque en fait d'étapes. On se projette, là encore une fois, avec l'Inde qui se projette à la neutralité carbone en 2070.
loin, c'est très Le loin. problème, c'est qu'on manque de portes de passage. Et tant qu'on n'aura pas ces portes de passage, on pourra se permettre d'être un peu mauvais élève. Comme vous l'avez rappelé, Madame Lecomte, effectivement, la France n'a pas respecté ses budgets carbone. On ne l'a pas assez dit, ça. On avait une loi, une stratégie nationale bas carbone. On a explosé dans tous les secteurs, le logement, les transports. Il suffit de Et regarder... on voit que 63% de notre énergie provient de combustibles fossiles, Oui, ça, ce qui est énorme. C'est très lié au transport et au logement. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Eh ben, on repasse une nouvelle loi. C'est exactement comme les lois financières. Vous savez, quand on n'arrive pas à respecter un objectif, on repasse une loi qui nous permet d'avoir respecté a posteriori l'objectif. C'est complètement soviétique comme démarche, et c'est pourtant ce qui se passe en France en ce moment. Mais qu'est-ce qui achoppe ? C'est une question de volonté ? Oui, aujourd'hui, ce qui manque, je pense, c'est véritablement une question de volonté politique, parce que les solutions, elles sont connues dans le secteur des transports, dans le secteur des bâtiments. Donc, dans le secteur des transports, de développer les alternatives, notamment à la voiture individuelle. Dans les zones urbaines ou périurbaines, ça doit développer les pistes cyclables, mais aussi bien développer les transports en commun pour donner aussi des alternatives aux citoyens et aux citoyennes sur cet enjeu-là. Ça veut aussi dire le secteur des bâtiments. Aujourd'hui, la rénovation des bâtiments est un des secteurs où on peut faire le plus de gains de réduction d'émissions. Et en plus, ça rejoint les enjeux de justice sociale, puisque aujourd'hui, il y a énormément de gens qui vivent dans des passoires thermiques, qui payent des factures exorbitantes liées notamment à la hausse des prix de l'énergie. Et donc, de rénover les bâtiments, à la fois, ça réduit les émissions liées à ce secteur et ça permet aux gens de payer moins en termes de factures, de faire des économies. Et donc ça, c'est des financements. On sait faire. Ça n'a rien de révolutionnaire de faire des rénovations de bâtiments ou de développer le ferroviaire, par exemple. Donc c'est vraiment une question de choix politique et on l'a vu en France. Emmanuel Macron a fait des annonces 30 milliards de dollars pour un plan d'investissement en 2030 avec des projets plutôt chimériques. Il ne s'agit pas de dire que je suis contre le progrès, mais l'avion vert notamment, c'est-à-dire des projets pour peut-être 2035, 2040. Or, aujourd'hui, et Hervé Le Treut en parlera mieux que moi, c'est une décennie cruciale, les années 2020, si on veut se donner une chance de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré. Donc, on ne peut pas tout baser sur des inventions technologiques qui seront peut-être là dans 10, 15 ou 20 ans. En tout cas, il faut au moins faire des efforts dès maintenant dans des secteurs cruciaux, bâtiments, transports et aussi l'agriculture. On en parle trop peu. Et ce temps précieux qui nous manque et qui nous fait défaut, les pays du Sud, on ne le dira jamais assez, sont les plus exposés. On va retrouver peut-être en direct depuis Glasgow Seni Nafo. Je crois que vous êtes avec nous. Vous êtes le porte-parole du groupe des négociateurs africains sur le climat. Bonsoir à vous. Merci de nous rejoindre dans ce débat. On a entendu tout à l'heure les discours de Boris Johnson, d'Emmanuel Macron, de Joe Biden, cette annonce de Narendra Modi. Vous arrivez, j'imagine, à cette conférence sur le climat avec énormément de revendications. La première, c'est le financement et ces fameux 100 milliards de dollars par an qui vous avaient été promis en 2009 à Copenhague et qui n'ont toujours pas été honorés. C'est un fait. Les 100 milliards, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE. Nous sommes exactement à 79,6 milliards. Le montant est lui-même peut-être modeste, mais c'est un montant qui est important pour la confiance dans le processus. Alors il est vrai, les États-Unis s'étaient retirés de l'accord de Paris sous l'administration Trump. Le président Biden est arrivé, depuis son arrivée, il a multiplié par 2 ou 3 les financements climat. Il y a toujours un gap. Nous pensons que les États-Unis peuvent couvrir le gap. D'après nos projections, les États-Unis devraient se trouver à peu près à 1/3 du montant total. Le financement américain aujourd'hui est à 11,4 milliards. S'il montait à 30 milliards, le gap serait couvert. Et les échanges avec la délégation américaine sont à ce niveau-là. Nous pensons que les Américains peuvent le faire. Le président Biden vient d'annoncer qu'il a multiplié par 4 sur la base de 2015 le financement climat, donc de 5 aujourd'hui à 20. Nous avons des négociations avec les États-Unis pour finaliser, on espère, ce sujet-là. Parce que ce n'est pas ce dont l'Afrique a besoin. L'Afrique a besoin... Oui. Je vous en prie, Seni Nafo, je vous en prie, poursuivez.
Je disais, voilà, le montant des 100 milliards est un montant qui est symbolique. La demande pour véritablement faire face au changement climatique sur le continent, on aurait besoin d'à peu près une centaine, quelques 200-300 milliards de dollars pour l'Afrique tout entière, et une négociation va s'ouvrir justement sur cette question. Et l'Afrique est venue avec des propositions très concrètes pour qu'on apprenne des erreurs et des insuffisances justement sur le processus 100 milliards pour se retrouver avec un montant non seulement adéquat, mais avec des sources de financement qui puissent être là et faire face aux besoins non seulement des pays africains, mais fondamentalement des pays en développement de manière génériale. Et justement, pour qu'on se rende bien compte pour qu'on se rende bien compte de ces besoins, de cette question financière, est-ce qu'il est d'abord question de la manière dont l'Afrique tout entière va s'adapter au changement climatique, ou la manière dont d'abord il va falloir lutter contre les effets maintenant en cours, puisque cette catastrophe, pardon de le rappeler, mais elle a déjà commencé? Oui, à deux niveaux. L'Afrique, déjà, selon la Banque africaine de développement, l'impact du changement climatique coûte entre 3 et 5 points de croissance à l'Afrique par an. C'est environ entre 20 et 30 milliards de dollars par an que ça coûte quand l'Afrique reçoit à peine 5-6 milliards. Les effets du changement climatique en termes de perturbations de perturbations climatiques, d'événements météorologiques extrêmes, inondations, sécheresses, ont un impact déjà, immigration, sécurité. Donc le changement climatique aujourd'hui est un effet aggravant par rapport à l'ensemble des autres défis que le continent doit relever. Donc la priorité des priorités, c'est faire face à cela, permettre aux États africains d'avoir les capacités pour adapter les écosystèmes, les populations et les économies. Mais l'Afrique a également la possibilité de contribuer aux efforts de réduction des otamans, notamment sur une question qui intéresse beaucoup aujourd'hui la transition énergétique, qui est la question de l'hydrogène décarboné. Sur cette thématique-là, l'Afrique a l'opportunité de transformer véritablement son économie, parce qu'à la différence des énergies renouvelables, éoliennes et solaires, ce que vous avez avec l'hydrogène décarboné, c'est que vous avez également une molécule verte qui peut vous permettre alors d'industrialiser de manière propre. Et ça c'est un élément qui est très important pour la majorité des pays africains, d'aller vers une industrialisation, mais une industrialisation qui respecte l'environnement et qui va dans le développement durable. Et l'Afrique, nous travaillons, la COP27 se tiendra en Égypte, nous travaillons déjà sur l'ensemble de ces éléments. Donc au-delà de la question d'accès à l'énergie, aux énergies renouvelables, comment transformer profondément l'économie africaine. Et l'hydrogène décarboné étant une piste à condition, bien évidemment, d'être accompagné sur le plan financier. On va marquer une très courte pause et on se retrouve dans quelques secondes. Restez avec nous. Voilà, c'est la deuxième partie du débat. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. Je le disais, nous le consacrons évidemment à cette conférence pour le climat. Nous avions en direct depuis Glasgow Senina Fo, qui est le porte-parole du groupe des négociateurs africains sur le climat. On revenait sur la question du financement avec vous et cette piste pour pouvoir accompagner le continent africain à l'adaptation face à ce dérèglement climatique, ce réchauffement de la planète. L'hydrogène décarboné est une piste, mais je voudrais d'abord avoir votre regard à vous, Hervé Le Trotte. Vous êtes climatologue, on sait que ces pays de la rive sud sont beaucoup plus exposés aux dangers finalement. Ils vont même subir en premier lieu les effets qu'ils subissent déjà d'ailleurs. Mais le plus grave, si la planète va jusqu'à plus 3 degrés, plus 4 degrés, ça donnera quoi pour ces pays du sud ? C'est vrai que ce sont des pays qui sont effectivement en ligne de mire par rapport à tous ces enjeux. La planète est construite comme cela. Les gaz à effet de serre sont mélangés partout sur la planète de manière très, très rapide. Ils se stockent d'ailleurs dans l'atmosphère. C'est une chose qu'on ne dit pas assez, c'est-à-dire que les gaz à effet de serre de demain sont le résultat enfin, plus exactement, le climat de demain sera le résultat des émissions de gaz à effet de serre qui sont déjà actives. Donc on est face à un système qui n'est pas complètement contrôlable dans les années qui viennent. Donc en fait,
la situation pour ces pays qui sont des pays victimes est une situation extrêmement difficile et je pense qu'on doit y prêter une attention très grande. Il n'est pas normal qu'on n'ait pas dans ces régions-là une aide pour l'électrification. Il y a énormément de choses qui pourraient se faire de manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus forte. Je pense que ce qu'on ne mesure pas bien non plus dans ce problème-là, c'est la notion justement de vitesse. On est sur un système qui se nourrit de lui-même. C'est-à-dire que plus on attend, plus on a des gaz à effet de serre, et plus ces gaz à effet de serre créent un problème qui est plus important. Et ce système, Hervé Le Treut, parce que c'est vous qui allez nous éclairer là-dessus, ce système de puits naturel, de captation du CO2 ne joue plus finalement son rôle. Les forêts, les océans sont saturés. Si vous voulez, actuellement, ce qu'on dit, c'est qu'on a effectivement on a un certain nombre de puits de carbone, mais ils ne sont pas très nombreux. On en a qui sont associés à nos émissions, mais une fois que nos émissions ne seront plus là, il y aura plus ces puits-là. Donc en fait, on n'a pas une réserve aujourd'hui pour empêcher le carbone pour permettre d'éliminer le carbone qui est très grande. On est face à effectivement une situation où, en gros, la neutralité carbone, c'est zéro émission à l'échelle planétaire. Après, on peut jouer un petit peu avec un certain nombre d'éléments qui sont plus particuliers, mais en gros, c'est cela. Donc, et plus on en rajoute, plus la situation évolue. Donc, je pense qu'on doit effectivement avoir ça en tête. Pour moi, il y a un élément immédiat qui est on parle de l'urgence climatique, elle est là, et on doit effectivement s'y mettre tout de suite. Moi, ce qui me fait la peine un petit peu, c'est de voir à quel point on traîne à mettre en place des choses qui pourraient se mettre en place beaucoup plus rapidement. On parle avec des collègues qui parlent justement de problèmes financiers, qui disent qu'il y a des manières beaucoup plus rapides de traiter ces problèmes-là. Donc la vitesse est quelque chose d'essentiel. Et puis après, de l'autre côté de la vitesse, il y a comment est-ce qu'on gère à moyen terme des situations qui nous engagent aujourd'hui pour des durées extrêmement longues. La vitesse et l'action très rapide en temps de crise, on l'a prouvé avec la pandémie de Covid. Armelle Lecomte, on a pu mobiliser des centaines de millions d'euros pour venir en aide à juste titre à certaines entreprises. Pourquoi est-ce que ces sommes faramineuses, on n'arrive pas à les mobiliser à échelle planétaire dans cette lutte contre le dérèglement climatique? Aujourd'hui, c'est vraiment, encore une fois, une question de volonté politique, parce que c'est vrai que cette COP, elle arrive à un moment, après plus d'1 an et demi de pandémie, où on a vu que les pays avaient été capables de mobiliser même des centaines de milliards d'euros ou de dollars pour venir au secours de leur économie, pour aider leur population à faire face au confinement, à l'arrêt de l'activité, donc à juste titre, évidemment. Mais on a bien vu que là, on était capable de trouver ces financements. Mais on est aujourd'hui dans un état d'urgence climatique. Les rapports du GIEC se sont multipliés depuis 2015. Il y en a eu un tout dernièrement en août dernier qui nous montre effectivement où on en est et que la trajectoire n'est pas la bonne. Et donc, il faudrait effectivement que tous les États prennent la mesure en fait et agissent en fonction. Donc, c'est vraiment une question de volonté politique et de choix en fait. C'est-à-dire de où on met les financements. Aujourd'hui, il faut quand même le rappeler, il y a encore 11 millions de subventions publiques chaque minute qui vont en subvention aux énergies fossiles à travers le monde. C'est plus de 6 000 milliards de dollars par an. C'est considérable. On a même du mal à se rendre compte ce que c'est comme chiffre. Et donc, c'est des milliards qui sont investis dans le pétrole, dans le gaz et encore même dans le charbon. Énergie qui crée cette situation de dérèglement climatique sur la planète. Et donc là, ce sont des milliards qui pourraient être déjà réorientés. Et c'est des choses qui sont dites depuis quand même déjà de plusieurs années, qui sont particulièrement répétées à chaque G7 ou G20. Et donc, in fine, ce qui compte, c'est que les États décident, comme l'ont fait certains. Par exemple, le Royaume-Uni a annoncé qu'ils arrêteraient de subventionner les énergies fossiles à l'étranger. Donc, c'est pas parfait parce qu'ils continuent de le faire encore chez eux. Mais il y a comme ça des gestes qui sont importants. Alors, ce sont des annonces. Mais maintenant, comment est-ce qu'on vérifie justement la mise en application de ces engagements? Là aussi, il faudrait peut-être davantage de transparence, de suivi. Là, pour le coup, tout à l'heure, vous demandiez si ces grands rendez-vous annuels avaient encore une utilité. C'est exactement à ça qu'ils servent. Et c'est à ça qu'ils servent avant tout. C'est d'une part de stimuler l'ambition des États,
parce que les chefs d'État, sachant qu'ils sont sous les caméras, sont un peu grisés par ça et prennent des engagements, donc ça c'est très Et bien. puis parfois on a les effets d'annonce. Et voilà, et il y a aussi le cadre de transparence qui est un aspect essentiel de l'accord de Paris qui vise justement à ne permettre aucune sorte de manipulation statistique de la part des États et que très clairement tout le monde ait un bilan, en fait, une sorte de bilan carbone des États parfaitement comparable entre tous les pays. Donc le même baromètre par exemple qui soit appliqué à tous. Oui, c'est une sorte de baromètre, alors un peu compliqué, hein, c'est pas juste la pression atmosphérique, mais c'est quand même l'idée. Et ça permet notamment aux associations, aux ONG qui sont présentes sur place de mettre une pression médiatique, mettre une pression de la vie associative sur ces États-là pour qu'ils mettent en œuvre leur engagement au niveau national. Et en termes de transparence que vous évoquez à l'instant comme Guerchic, est-ce qu'il faudrait aussi inviter certaines entreprises, des multinationales, parce qu'on sait de toute façon qu'il y a un lobbying qui s'exerce en parallèle sous la table. Est-ce qu'il faudrait clairement les inviter autour de la table et assumer d'avoir une entreprise par exemple comme Total, mais au moins on les met devant leurs responsabilités? Ils sont déjà en fait présents dans les COP. Il y a des constituantes, donc c'est des sortes d'agrégats d'acteurs, de différents acteurs de la société civile et pas que. Et c'est une constituante qui s'appelle Bingo et qui rassemble précisément des acteurs des entreprises. Mais les entreprises évidemment ont une responsabilité, mais j'allais dire, il n'y a presque pas besoin de la mettre à nu. C'est public. Quand la France, et vous venez d'en parler, Madame Lecomte, par exemple, donne des garanties d'emprunt à Total pour faire un projet d'extraction gazière ou de liquéfaction gazière en Arctique, c'est public. Donc, il n'y a même pas besoin de transparence quelque part. C'est juste... Le problème, encore une fois, c'est de la cohérence politique, c'est de la volonté politique, mais il n'y a pas besoin de beaucoup plus d'informations là-dessus. L'information est connue. Mais de les pousser à prendre des engagements en public. Le problème des entreprises aussi, surtout les entreprises, les majors pétrolières et gazières, c'est qu'elles sont évidemment en grande partie aussi responsables de la crise climatique actuelle. Et qui sont parfois dans la rétention d'informations. Et là, je reviens sur... Et dans le greenwashing aussi, quand on voit le Total qui se présente aujourd'hui avec son nouveau nom, Total Energy, nouveau logo, nouvelle communication, et qui essaye de nous faire croire que Total va sauver la planète, alors qu'elle prévoit de continuer à extraire du pétrole et du gaz à un rythme beaucoup plus soutenu que ce que prévoit le GIEC si on veut respecter 1,5 degré de réchauffement. Et donc, c'est problématique d'avoir de telles entreprises qui ont des intérêts privés, des intérêts financiers, de les avoir dans ces COP, de bloquer aussi un certain niveau d'ambition. Et on sait, par exemple, on peut faire un parallèle avec l'industrie du tabac, quand les géants du tabac n'ont plus eu voix au chapitre dans les négociations dans le cadre de l'Organisation mondiale de la santé, ça a pu progresser beaucoup plus vite. Aujourd'hui, la question, c'est les États doivent réguler ces multinationales. C'est-à-dire que, encore une fois, on revient à cet enjeu de la volonté politique. Ces acteurs privés, certains vont prendre le chemin de la transition énergétique, investir dans les renouvelables, certains le font. Le problème, c'est qu'en parallèle, beaucoup continuent d'investir dans les énergies fossiles. Et donc, c'est là que les acteurs publics, la puissance publique, doit intervenir, puisqu'aujourd'hui, on le voit, c'est une question de rapidité. On ne peut plus se permettre d'attendre des années. Et donc, les États ont leur rôle à jouer pour accélérer cette action, y compris des acteurs privés. Oui, vous vouliez intervenir, Hervé Le Treuil. Je veux dire qu'il y a effectivement des temporalités un peu différentes, je pense pas, qu'on doit considérer, parce qu'il y a effectivement un besoin d'agir très vite maintenant. Je crois qu'il y a aussi besoin de regarder dans le détail ce qu'est la transition, parce que la transition, elle implique des gens, elle implique des structures compliquées, et c'est, à mon avis, quelque chose qui effectivement fait partie de ce qu'on peut discuter dans une assemblée comme celle de la COP, mais qui est pas toujours montré très fortement. Mais on est en train d'engager des situations qui vont durer des décennies, voire des siècles, voire même au-delà des millénaires. Donc, ce que l'on fait, on doit le réfléchir. On doit le réfléchir, on doit le débattre, parce que ce n'est pas quelque chose de neutre. C'est quelque chose qui va affecter, en fait, ce qui va se passer dans un horizon extrêmement lointain. Il faut démarrer. Vous parlez de nos comportements, quand vous parlez de la transition, du changement. Est-ce que c'est quelque part déjà trop tard de changer de comportement? Maintenant, c'est quoi? Il faut miser sur de nouvelles technologies pour pouvoir faire face? Je pense qu'il faut... Oui. Je trouvais ça très intéressant ce que vous disiez, parce que justement, en France, on a eu un prototype très intéressant de solution qui n'est pas de l'hydrogène vert ou des mini-réacteurs, mais par exemple, la Convention citoyenne pour le climat, c'est un exemple de mécanisme qui permet
d'enclencher une transition en engageant vraiment beaucoup d'acteurs différents au niveau local, de faire accepter le changement. Et ça, Emmanuel Macron n'en dit pas un mot à la COP. Il préfère faire des grandes tirades sur les engagements dans 30 ans. Alors, c'est pas très concret, c'est pas une solution tangible. Et j'espère que des gens seront à la COP justement pour défendre, parce que on manque de solutions comme ça. On pense, comme vous l'avez dit, on pense que technologie, on pense que réacteurs et transition énergétique, mais il n'y a pas du tout que ça. Si les différents corps sociaux ne sont pas engagés, il n'y aura jamais de changement. Céline Faux, vous êtes toujours avec nous. Vous abondez dans le sens de ce que viennent de dire Hervé Le Trott et comme Guirchig. On ne peut pas miser tout simplement sur les nouvelles technologies, pas seulement en tous les cas. Sur la question, par exemple, de la neutralité carbone. Alors, effectivement, c'est dans l'air du temps, tous les pays du G20 ou presque ont annoncé leur cible 250. 250, en 2050, les chefs d'État ne seront plus là. C'est bien trop facile. Ces plans, et l'Afrique a une proposition en 3 points pour justement gérer l'urgence. Parce que 2050, comme disait Keynes, à long terme, on est tous morts. Ce que la majorité de ces plans, ce dont ils ne disposent pas, c'est d'un plan détaillé, d'une feuille de route détaillée avec un chronogramme. Il faut une feuille de route détaillée avec un chronogramme, premièrement. Deuxièmement, c'est que nous annonçons, les pays annoncent des plans neutres en carbone en 2050, mais les émissions, elles, augmentent tous les ans de 2-3%. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est rapidement arriver à un pic des émissions, par exemple. Donc au lieu d'annoncer une cible totalement politique en 2050, ce serait bien de se mettre d'accord sur un pic des émissions, par exemple 2025 ou 2027. Le dernier point, c'est que pour les pays, en tout cas en développement, qui annoncent des cibles de neutralité carbone, ils font un plan d'accompagnement financier et technologique pour que justement ils aient les moyens d'aller vers cette décarbonation. Et ce qu'on a appris, je reviens sur le financement et sur le Covid, il n'y a pas de manque de ressources. Il y a quelques années, les pays africains en tête le disaient. Il n'y a pas un manque de ressources. Ce n'est pas des centaines de milliards, j'ai entendu mes collègues. Non, ce n'est pas des centaines de milliards, c'est exactement 13 000 milliards de dollars. Les plans de relance dans le G7, donc Europe, Japon, États-Unis, c'est 13 000 milliards de dollars qui ont été injectés. C'est le niveau, c'est l'échelle, il faut qu'on parle à cette échelle-là. On peut pas régler cette crise avec des centaines de milliards. Il faut quelques milliers de milliards. Le dernier point, encore une fois, pour revenir sur la disponibilité des ressources, il y a quelques années, le groupe africain suivait, vous aviez 10 000 milliards de dollars investis à taux négatif. Vous imaginez, investis à taux négatif. Donc il n'y a pas un manque de ressources, mais peut-être il y a un manque de méthode et de structuration. Le groupe africain, par exemple, a mis en place depuis 2 ans une facilité d'assistance technique aux pays. C'est-à-dire que nous aidons les pays à traduire justement ces visions en programme, en projet, et nous assistons les pays à mobiliser des ressources. Céline Faux, comme nous sommes pris par le temps et que je voudrais qu'on avance, je voudrais aborder avec vous une toute dernière question. On l'a bien compris, il y a la volonté, il y a les milliards, la question du financement. Vous disiez tout à l'heure quelque chose d'assez juste. À l'horizon 2060-2070, on n'aura pas les mêmes dirigeants, les mêmes hommes en principe qui dirigeront les pays présents à cette conf. Est-ce qu'il faut aujourd'hui miser sur la jeunesse ? On l'a vu énormément mobilisée, massivement mobilisée aux 4 coins du monde, aux Nations Unies. On sait qu'Antonio Guterres a reçu 7 militants triés sur le volet, en tout cas représentatifs des régions des 4 coins du monde, pour pouvoir aborder ces questions-là avec eux. Je me tourne d'abord vers vous, comme Guirchig, mais est-ce que le salut de la planète, je vais aller vite, viendra de cette relève, de cette jeunesse qui est à la fois mobilisée et aussi à la fois très désabusée ? J'espère d'abord qu'on aura des femmes au pouvoir, plus de femmes, parce que vous avez dit ce seront des hommes en 2060. Peut-être qu'une première étape, ça pourrait être d'avoir des femmes, et je pense que très concrètement, ça pourrait changer beaucoup de choses quand même dans la façon dont sont menées les politiques publiques. Mais après, oui, la jeunesse d'aujourd'hui, évidemment, elle est
extrêmement consciente des enjeux. Après, Et à la fois totalement désillusionnés. Beaucoup de jeunes sont en train de complètement repenser leur façon de vivre. Certains renoncent à faire des enfants pour la ça, planète. c'est pas de la Certains désillusion, ça au contraire, c'est une marque de conviction profonde qui fait que des gens sont Ou prêts à alors changer c'est un leur- aveu d'échec parce qu'on n'y croit plus, on ne croit plus en l'avenir. Certains redoutent même, c'est le témoignage de certains jeunes gens qui se sont confiés à nos journalistes, d'ailleurs je vous renverrai tout à l'heure sur notre site internet, mais qui ne veulent plus faire d'enfants, pas seulement pour préserver la planète, mais parce qu'ils sont inquiets, tétanisés à l'idée de C'est- penser à l'avenir. Antoine de Saint-Exupéry disait on peut pas être à la fois complètement, on peut pas être à la fois entièrement responsable et ne pas espérer. On est responsable aujourd'hui. On vit dans un pays occidental, donc on peut pas désespérer. C'est pas possible. On a tout ce qu'il faut a priori pour changer. Encore le collègue à la COP vient de l'évoquer. C'est une info. On a énormément de ressources. On a plein d'ingénieurs brillants. On a tout ce qu'il faut a priori pour créer le changement. On a une démocratie qui, malgré toutes les critiques qu'on peut faire, fonctionne à peu près. On a tout ce qu'il faut pour imaginer ce changement. Et donc, je pense que la jeunesse aujourd'hui, c'est ça ce qu'elle a dans la tête. Si elle manifeste dans la rue, c'est qu'elle y croit. Et changer son comportement quotidien, pour moi, c'est tout sauf un aveu d'échec. Au contraire, c'est de commencer à vivre le changement par soi-même pour ensuite essayer de l'amener au pouvoir. Et l'aveu d'échec, au contraire, ce serait de continuer en business as usual en se disant, bon, bah voilà, en fait, la planète brûle, donc finalement, Ça ne sert plus à rien. ça ne sert plus à rien. Ça, c'est un aveu d'échec. Mais par contre, avoir un comportement radical, ça, non, pour moi, c'est une marque d'espoir gigantesque. Armel, Ces dernières années, les jeunes ont permis aussi de laisser en fait l'agenda climat très haut dans l'agenda politique en fait. C'est-à-dire que c'est difficile pour une dirigeante politique de balayer du revers de la main les inquiétudes de sa jeunesse, parce que c'est l'avenir de chaque pays. Et c'est vrai qu'il y a une partie de la jeunesse aujourd'hui qui est désabusée, qui est un peu désespérée, parce qu'en fait elle voit pas le progrès. Au contraire, elle voit plutôt que les mauvaises nouvelles. Et c'est vrai que quand on suit les questions environnementales, il y a de quoi se désespérer. On voit la montée de l'éco-anxiété. Et moi-même qui lis beaucoup de rapports à longueur de semaines et qui ait des enfants en bas âge, c'est inquiétant. C'est vrai, on ne peut pas le nier. Mais c'est aussi de se dire qu'en tant que citoyen, on a un poids politique important. On vote régulièrement et ça va être le cas de la France. Il y aura des élections en 2022, mais ça va être aussi le cas au Brésil, par exemple. Et donc, c'est aussi de faire les choix d'aller vers des candidats ou des candidates qui ont des plans crédibles pour mettre en place une transition écologique, mais qui soit aussi juste socialement, qui accompagne les travailleurs et les gens dans ces secteurs aujourd'hui qui sont polluants. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se désespérer, puisque en tant que citoyen, on a quand même du pouvoir à travers la mobilisation. Et on a vu, il y a des actions des marches pour le climat, mais aussi des actions des fois vues comme plus radicales de désobéissance civile, mais qui permettent de mettre dans le débat public ces enjeux. Et puis évidemment, au moment des élections, il y aura la présidentielle, mais aussi les législatives en France au printemps prochain. Il faut qu'il y ait une mobilisation aussi et que les gens, et notamment les jeunes, se mobilisent pour ça. Hervé Le Trot voulait réagir également. Oui, en fait, il y a un élément dont on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est effectivement la formation. Parce qu'on est dans un pays où pratiquement on ne parle pas dans les lycées, dans les écoles, des problèmes des problèmes dont on parle ce soir. C'est quelque chose de rare, ça dépend un petit peu des professeurs. Et je crois qu'on a au moins une mission à donner, et ça peut passer par l'école, mais ça peut passer par... Moi, j'enseigne beaucoup à mon université ou dans des... c'est de faire de la jeune génération une génération qui soit capable de réfléchir par elle-même. Je ne crois pas qu'on puisse déjà aujourd'hui savoir ce qui va se passer dans 20 ans ou dans 30 ans. Il y a beaucoup trop de situations qui vont se... Il y a des tas de choses que le GIEC ne peut pas dire. Il y a des guerres, il y a beaucoup de choses. Il y a des projections déjà qui nous permettent de il y a des projections, mais en fait, je pense qu'on aura besoin de gens qui soient capables de réfléchir par eux-mêmes face à des situations qu'ils découvriront en temps réel. Et ça doit être un objet très fort de l'éducation qu'on donne aujourd'hui. L'éducation est dans le milieu familial, peut-être aussi, sans doute. Dans le milieu on devrait familial, mais bon, on a une responsabilité collective au niveau de l'État qui est forte à ce niveau-là et qui devrait être prise en compte.
Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci Armelle Lecomte, Hervé Le Treut, Côme Guirchic et puis Séni Nafon, direct depuis Glasgow. Merci d'avoir pris part à ce débat. On espère que ce message sera entendu. Je vous invite également à consulter ce web documentaire établi par nos équipes. Quel bilan pour l'accord de Paris et puis quels espoirs portés sur cette COP26 à Glasgow. Merci à vous tous. Restez avec nous sur France 24. L'information continue et c'est Zora Benmeloud qui a le plaisir de vous retrouver.